everyone. Welcome back to the cyber defense stage. Just want to check with you all that you can hear me. Yeah, I get some nods in the back. Great. So thank you so much for coming to our final presentation on the stage today. Our final presentation of the day is the technical director at Quarks Lab, who will dig into offensive security to improve your defensive security through the use of three use cases. So please join me in welcoming Guillaume Valadon to the stage. Yeah, me. Okay. Can you hear me? Yes? Good. Because I have no feedback. Next and back. Next. Okay. Oh. Okay, it's not supposed to look like that at all. Everything is broken. Okay. That's new. So you need to trust me, but it's not exactly what I submitted. C'est pas ce que j'ai... Je vais le faire en français, pardon. Je suis désolé. Je recommence. J'étais en train de parler en anglais avec la jeune femme qui m'a présenté sur scène. Du coup, j'ai un petit peu eu du mal à repasser en français. Donc, je vais vous parler de Quarks Lab, qui est une société française qui va fêter ses 11 ans cette année. Nous sommes des chercheurs en sécurité informatique et notre objectif, c'est d'être un leader, une société, un leader en recherche de vulnérabilité. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On s'appuie sur tout un tas d'experts. Moi, je dirige une sympathique équipe de 40 personnes, 40 ingénieurs, dont le but, ça va être de trouver des vulnérabilités dans les systèmes. Et je vais vous présenter 3 cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien, en fait, quand on fait de la recherche de vulnérabilité? On va se focaliser sur 2 choses qui sont très importantes pour nous. Alors, c'est vrai qu'on fait de l'attaque, on se comporte comme un attaquant, on fait de la sécurité offensive. Mais pour nous, le but du jeu, c'est d'améliorer la sécurité des systèmes. En attaquant, on fait des recommandations. Et ensuite, ces recommandations-là permettent de défendre les systèmes. Un autre aspect de notre philosophie, ça va être de développer des nouveaux outils. Et ces nouveaux outils, on va parfois les publier sur GitHub. Donc si vous voulez, sur le compte GitHub de Quarks Lab, vous allez pouvoir trouver des outils qui vous permettent, par exemple, d'aller émuler une application Android, d'aller faiser une application ou d'aller faire ce qu'on appelle de l'exécution symbolique. Je vous donnerai un petit exemple tout à l'heure. Une partie de notre activité est donc dédiée pour nos clients et une autre est focalisée sur de la R&D. Donc la R&D, ce sont des travaux de Quarks Lab et de mes collègues ingénieurs, des travaux qu'on va publier en conférence. On a publié récemment à Black Hat, on publie des choses sur notre article de blog et le but du jeu, c'est de montrer vraiment nos compétences en vulnérabilité. Et à la fin de cette présentation, je vous montrerai des choses qu'on a trouvées sur un composant sécurisé de Google qui s'appelle le Titan M et pour lequel nous avons nous a trouvé plusieurs vulnérabilités. Alors, c'est pas censé être comme ça. Donc la question ici, vous n'avez pas le titre, mais la question c'est qu'est-ce que c'est une vulnérabilité? Une vulnérabilité, c'est ni plus ni moins qu'une faiblesse d'un système qui n'a pas été anticipé par ses développeurs. Et ce qu'on sait, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est qu'à partir du moment où un système est un tant soit peu complexe, on va pouvoir trouver des vulnérabilités. Des vulnérabilités parfois pas du tout critiques, et parfois beaucoup plus critiques que d'autres. Ces vulnérabilités, c'est pas forcément très grave, mais à partir du moment où elles sont découvertes, comme la vulnérabilité qui a été présentée hier sur OpenSSL, elles sont potentiellement exploitables. Et c'est cette ligne un petit peu fine sur laquelle nous on va surfer. On va essayer de trouver des vulnérabilités et parfois on va aller plus loin, on va aller jusqu'à les exploiter. Encore une fois, c'est des choses dont je vais vous présenter aujourd'hui, par exemple sur une exploitation de vulnérabilité qu'un collègue Thierry a fait sur un driver Windows. Le texte que vous ne voyez pas apparaître en haut, la question c'est qu'est-ce que c'est finalement la sécurité offensive? Donc la sécurité offensive, ce n'est pas la solution à tous les problèmes, c'est un outil parmi tant d'autres. On a des bonnes pratiques de développement logiciel, on a des bonnes pratiques d'architecture réseau, on a de la Red Team, tout un tas de choses, et nous on est juste un outil, peut-être plus un marteau, parce que nous on aime bien casser les choses. Et cette sécurité offensive, son objectif c'est de voir comment se comporte un système, un smartphone par exemple, quand on se comporte comme un attaquant. Alors on n'est pas vraiment comme un attaquant non plus, parce qu'on a des contraintes supplémentaires, on a des contraintes de budget de nos clients, des contraintes de temps. Par contre, à l'inverse d'un attaquant, on a des avantages. On va pouvoir discuter avec nos clients de la logique business. Donc un client va pouvoir nous dire, tel composant, je ne m'en sers pas, ça ne sert à rien de le regarder. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et puis, en fonction des cibles, on va, contrairement à un attaquant, avoir connaissance du code source ou du fonctionnement vraiment intrinsèque de l'objet ou du composant qu'on est en train de regarder. Et donc, ça nous donne quand même un avantage quand on regarde ces choses-là. Alors,
Ce slide-là, il est pour vous, encore une fois, il vous manque le titre. Ce slide-là, en fait, il présente la philosophie de Quarks Lab. Alors moi, c'est ce que j'explique à mes enfants. On fait des Lego, mais pas des Lego classiques. C'est pas un Lego qu'on sort de la boîte. C'est pas du tout un Lego avec un plan. C'est plutôt ce cas-là. En fait, on va partir. J'essaie de pas vous aveugler. En fait, on voit rien avec le pointeur, non? Ouais, c'est pas grave. On va plutôt partir d'un objet construit. Et notre métier, c'est de le déconstruire. Donc c'est ça la sécurité offensive. On va déconstruire le Lego pour en faire une cartographie, c'est les éléments du milieu. Et en reconstruisant, si vous me permettez l'analogie, on va trouver des faiblesses dans le système. Et c'est ça vraiment les vulnérabilités qu'on va trouver. Donc avec cette phase de désassemblage et de reconstruction, c'est ça qui va nous permettre de trouver des vulnérabilités. Si on s'arrêtait là, ce ne serait pas forcément très satisfaisant intellectuellement. On va un peu plus loin. L'idée, c'est aussi d'améliorer et de proposer à nos clients, voilà, on a trouvé une vulnérabilité, voilà notre conseil pour améliorer, pour vous protéger face à ce type de vulnérabilité-là. Et le cas échéant, et ce dessin un peu rigolo, montre que voilà, finalement, au lieu de faire un avion, ce n'est pas forcément un avion qu'il vous faut, c'est plutôt ce AT&T qu'il vous faudrait. Donc voilà, c'est notre philosophie de déconstruction et de reconstruction que je vous ai présentée ici. Par la suite de la présentation, je vais vous prendre l'exemple de ce réseau d'entreprises qui est plus ou moins typique. Alors on peut discuter plus ou moins longtemps de ce que c'est typique. Alors on a des services qui tournent dans le cloud, on a un concentrateur VPN, on a des objets connectés. Les objets connectés, c'est des choses sur lesquelles Quarks Lab travaille. Par exemple, on a tout un tas de travaux sur les voitures connectées, sur les caméras. Donc on est capable de trouver des vulnérabilités dans ces choses-là. Et aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des 3 autres briques, en commençant par tout ce qui va être antivirus et EDR. Et la question qu'on va se poser, et c'est surtout des questions que nos clients nous posent, est-ce qu'un attaquant va être capable de contourner ma solution d'antivirus ou d'EDR? Alors j'assimile les deux parce que technologiquement c'est assez proche de nos jours. Donc est-ce qu'un attaquant peut contourner ma solution de sécurité? Alors, encore une fois, désolé du rendu. Pourquoi ces cibles-là, les antivirus et les EDR sont intéressantes? Ça fait beaucoup de code. Alors c'est pas beaucoup de code par le plaisir, leur fonctionnement est complexe. Leur fonctionnement est complexe parce qu'ils doivent avoir une position privilégiée pour analyser les fichiers, pour analyser les comportements d'un attaquant. Et cette position complexe nécessite des droits spécifiques et des accès privilégiés. Donc tous les antivirus sous Windows, tous les EDR vont tourner avec des privilèges système, voire plus. Et puis, pour fonctionner, ce code est complexe. On va devoir manipuler différents systèmes différents formats de fichiers, et plus on va avoir de code, plus on va avoir de parsing de fichiers, et potentiellement plus on va avoir de vulnérabilité. Encore une fois, il manque le titre ici, et la question c'est quoi finalement la méthodologie de Quarks Lab? Alors, forcément, encore une fois, on travaille en temps contraint. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se focaliser sur les composants avec les privilèges les plus élevés. Dans le cas des antivirus et des EDR, il s'agit de drivers Windows, des drivers de système de fichiers, des drivers réseau. Et ensuite, on va rechercher des vulnérabilités. Donc, j'ai mis quelques classes sur le slide. Ce n'est pas forcément ça qui sont importants. Et in fine, on va essayer d'identifier dans ces drivers les composants les plus critiques et chercher des vulnérabilités à l'intérieur. Le slide d'après vous présente des exemples anonymisés. Le but du jeu, ce n'est pas du tout de vous donner des noms et de dire qu'il y a des solutions qui sont bonnes ou mauvaises. Alors, le premier vendeur, ça c'est assez intéressant, c'est un antivirus typique. L'antivirus, il regarde ma boîte mail, il trouve des fichiers et quand il trouve des binaires, il va essayer de savoir si c'est un virus ou pas. Alors les antivirus, il y a quelques années, c'était basé sur des signatures. Et s'il y avait une signature, une chaîne de caractères qui disait « Je suis un méchant virus, ne m'ouvrez pas », bien l'antivirus disait « Tiens, c'est un virus ». De nos jours, les virus sont protégés, ils vont être chiffrés, ils vont être paqués. Et donc, c'est plus possible de chercher des chaînes de caractères comme ça. Et dans ces cas-là, ce que vont faire les solutions d'antivirus, sous une certaine forme, on va exécuter quand même le virus. En fait, il s'agit plus d'une émulation. Le virus ne va pas avoir d'action sur le vrai système, va avoir accès sur une espèce de système virtuel. Et ce que mes collègues ont trouvé, c'est que lors de cette émulation, il y avait des erreurs qui avaient été faites dans cet émulateur. Et l'exécutable, le virus, était en mesure d'aller faire des accès mémoire en dehors de ce que le concepteur avait prévu. Et pour nous, ce que ça veut dire, quand on est capable d'écrire et lire n'importe où en mémoire, ça veut dire une exécution de code. Donc là, mes collègues, ce qu'ils ont fait, ils ont eu un outil développé par Quarks Lab qui s'appelle Leaf, qui leur a permis de créer un binaire mal formé, de mettre à l'intérieur leur payload, d'envoyer tout ça par email. Et là, l'antivirus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exécuté le code dans le binaire.
Ça nous a permis de bypasser la protection d'antivirus. Le cas numéro 2, là l'idée c'est qu'on est tombé sur un EDR un peu particulier avec un driver qui nous semblait backdooré. Alors est-ce que c'est une feature, est-ce que c'est un oubli du développeur? Il s'avère que quand on appelait ce driver, quand on appelait la fonction qui était exposée par ce driver, cet appel système, l'application pouvait élever ses privilèges. Donc ça c'est encore une fois un comportement pas souhaité, mais qui a été trouvé suite à nos travaux de reverse engineering et de recherche de vulnérabilité. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les applications Windows. Alors on a un... Je pense que c'est pas pour moi, mais voilà, une application Windows, c'est un peu ça. On a tous fait ça, on a tous cliqué sur suivant, 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 éventuellement mis notre mot de passe. Et in fine, ce qui va passer sur le système, les effets de bord de tout ça, c'est alors des binaires qui sont installés, des pilotes, des fichiers de configuration, des clés de registre. Et la question qu'on va chercher à savoir ici, est-ce que cette application contient une vulnérabilité? Là, c'est tout particulièrement intéressant si vous êtes amené à déployer différents logiciels sur votre parc en vous disant, ce fournisseur-là, j'ai pas trop confiance. Est-ce que Quarks Lab peut m'en dire quelque chose? Alors, encore une fois, désolé, le titre manque. L'idée ici, c'est pas de décrier ces deux produits, hein, ces vulnérabilités sont connues, c'est de vous présenter des exemples. Le premier exemple, c'est un logiciel de sauvegarde. Ce logiciel de sauvegarde, il a la bonne idée d'utiliser une librairie qui s'appelle OpenSSL pour chiffrer et déchiffrer les backups. Jusqu'ici, tout va bien. Malheureusement, on s'est aperçu que ce logiciel essayait d'accéder à un fichier de configuration d'OpenSSL qui s'appelle opensl.cnf qui n'existe pas. Alors là, maintenant, il faut le savoir. N'importe quel utilisateur pouvait créer ce fichier. Et à partir du moment où vous pouvez créer ce fichier opensl.cnf, ça veut dire que vous êtes en mesure d'exécuter du code. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un tas de paramètres dans ce fichier qui vous permettent assez naturellement d'exécuter du code. Donc la vulnérabilité, c'est quoi? N'importe qui peut modifier ce fichier, n'importe qui peut lever ses privilèges. Donc ça nécessite aussi une recherche de vulnérabilité. On croit installer un logiciel pour améliorer sa sécurité, en l'occurrence pour faire des sauvegardes. Et puis, in fine, on est vulnérable à un attaquant. Alors, cet exemple-là, il nous manque encore une fois le titre. L'idée, c'est de vous présenter en un slide les résultats d'une étude d'un collègue, Thierry, qui s'est focalisé sur le driver Windows NVIDIA, donc NVIDIA les cartes graphiques. Il s'est intéressé à ça déjà parce qu'il aime les jeux vidéo et que en termes de recherche de vulnérabilité, ce driver était intéressant. Il est très gros. Il y a une seule fonction qui est utilisée pour parler entre la partie applicative et la partie noyau. Et cette fonction, quand on la regarde, elle est très complexe, très grosse et elle manipule des grosses structures de données. Donc Thierry, ce qu'il a fait, c'est qu'il a reversé le fonctionnement de ce binaire. Et il a commencé à trouver des formats de données valides entre l'application et le noyau. Tout ça étant assez complexe, il a utilisé deux outils de Quarks Lab. Le premier qui s'appelle Triton, qui est un logiciel d'exécution symbolique. Alors pour faire simple, l'exécution symbolique, ça permet de transformer des instructions en une espèce d'instruction de formule mathématique. Et une fois qu'on a une formule mathématique, on peut résoudre des contraintes. Donc Thierry a utilisé Triton pour résoudre différentes contraintes, qui lui a permis de trouver d'autres formats de données, plusieurs, des dizaines, qui permettaient d'envoyer des données valides entre l'application et le driver. L'étape d'après, c'était de fuzzer. Et le fuzzing, tout simplement, c'est quoi? C'est de prendre des données bien formées, d'enlever des octets, inverser des octets, en rajouter, changer les valeurs. Et l'idée, c'est de faire ça très vite et de soumettre ça au driver. Donc là, le deuxième outil qu'on a utilisé s'appelle Rewind. C'est un fuzzer un peu particulier. Le fuzzer va démarrer une machine virtuelle, envoyer une donnée mal formée, éteindre la machine virtuelle et faire ça très vite. Donc on arrive à des milliers d'exécutions par seconde. C'est relativement lent pour du fuzzing, mais dans le cas du fuzzing d'une machine virtuelle, c'est des performances qui sont tout à fait correctes. Et donc Thierry était capable d'identifier différentes vulnérabilités qui lui permettent d'écrire et lire n'importe où dans le noyau Windows et d'exécuter du code. Il y a une vidéo sur YouTube, donc si vous cherchez NVIDIA Quarks Lab sur YouTube, vous allez pouvoir trouver la présentation de Thierry. Et je vous engage à regarder à la fin de la présentation, c'est assez impressionnant. Dans sa démonstration, il est en train de jouer à un jeu vidéo et ensuite il lance son exploit tout en continuant à jouer. Donc son exploitation est tellement stable que ça ne perturbe pas du tout le joueur qu'il est sur sa partie.
Alors, encore une fois, il manque le titre. La question ici, c'est qui vient nous voir, qui sont nos clients. Le premier, assez naturellement, ce sont des gens qui vont développer des logiciels. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? C'est une réponse à une question simple. C'est est-ce que vous êtes capable de nous aider à aller sécuriser du business? J'ai des clients qui veulent déployer mon logiciel, ils ne me font pas trop confiance au niveau sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Les autres clients qui viennent nous voir assez typiques, ça va être des directions informatiques, des responsables de sécurité informatique. Là, c'est souvent plus des audits en boîte noire. L'idée, c'est quoi? C'est, comme mon cas tout à l'heure, je veux installer une application sur un ensemble de machines. Est-ce que Quarks Lab peut me trouver des vulnérabilités à l'intérieur? L'idée ici, c'est vraiment de vous accompagner dans votre gestion de risque. Si, in fine, ce composant logiciel, c'est le dernier élément de votre défense en profondeur, il est peut-être opportun de retrouver des vulnérabilités à l'intérieur. Ok. Alors ici, c'est un peu moche. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le logiciel de backup. Je ne peux pas pointer, je ne peux pas me déplacer. On voit le logiciel de backup qui essaye d'ouvrir un fichier openssl.cnf et on voit que le fichier n'est pas trouvé. Donc ça, c'est un outil qu'on a développé en interne chez Quarks Lab dans la partie du haut qui permet d'observer le comportement d'un binaire sous Windows et de trouver ces cas-là de fichiers non existants et d'essayer de voir si on peut élever nos privilèges. En bas, c'est un outil plus classique sous Windows qui s'appelle Procmom. Et ici, on a monté l'attaque. On a créé une DLL qui s'appelle demo.dll qui va être ouverte par ce fichier de configuration d'OpenSSL. Et c'est ça qui nous permet d'élever nos privilèges. Ok, je vais passer maintenant à la dernière partie de la présentation. Et cette partie-là se focalise sur les smartphones. Et je vais partager avec vous ma définition d'un smartphone. Alors qu'est-ce qu'un smartphone? Pour moi, un smartphone sorti de la boîte, c'est du matériel avec éventuellement des parties qu'on peut attaquer, typiquement le baseband, tout ce qui va gérer le Wi-Fi et les communications mobiles. La trust zone sur les processeurs ARM. Vous pouvez aller sur le blog de Quarks Lab et vous trouverez différentes références et différentes attaques qu'on a pu faire contre la trust zone. Et puis le smartphone, ça veut aussi un OS, donc ça peut être iOS ou Android. Une fois qu'il est sorti de cette boîte, vous allez rajouter des applications. Éventuellement, pour des configurations d'entreprise, vous allez utiliser un MDM, Mobile Device Management. Et ça, ce sont aussi des choses pour lesquelles nos clients nous sollicitent. Ils nous demandent régulièrement si on est capable d'aller contourner les protections d'un MDM. Au niveau applicatif, les audits qu'on va pouvoir faire, les pentests qu'on va pouvoir faire, vont nous permettre, par exemple, de regarder les permissions d'une application, voir si elle ne demande pas des accès un petit peu farfelus. Et puis, plus spécifiquement, ces dernières années, nous sommes spécialisés sur l'analyse des applications de messagerie sécurisée. Et là, le but du jeu, c'est quoi? Ça va être de mettre sur la même mission, sur le même projet, des experts en reverse engineering, des cryptographes et des experts en sécurité réseau pour aller trouver des vulnérabilités dans ces protocoles-là. Une fois encore, sur le blog de Quarks Lab, vous pouvez retrouver des références et des études qu'on a fait sur ces protocoles-là. Alors, pour cette fin de présentation, on va chercher à répondre à cette question. Et mes collègues Damiano, Philippe et puis Max se sont intéressés à cette question. Est-ce qu'une application mobile peut attaquer le matériel? Donc est-ce que si j'installe n'importe quoi sur mon téléphone, in fine, un attaquant peut prendre la main sur mon matériel? Alors la réponse est oui. La cible qu'on a choisie, c'est le Titan M de Google, qui est un Secure Element, donc un composant développé par Google dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il est présent sur les téléphones Pixel. Tout ça, c'est en source fermée, donc on n'a pas le code source. Et il faut le savoir, sur Android, il y a quelque chose qui s'appelle le Keystore. Et le Keystore, c'est un logiciel dans Android qui permet de stocker des secrets et des mots de passe. Et à des fins de défense en profondeur, Google a décidé de pousser ce Keystore-là dans ce composant Titan M. Donc le Titan M, c'est le gardien ultime des secrets d'un utilisateur, secrets et mots de passe. Alors comment on a procédé ici? On a fait le reverse du firmware. Donc on a récupéré le firmware et le reverse engineering, c'est transformer du binaire en quelque chose d'un petit peu intelligible, en instruction, en une espèce de pseudo-code source, et de chercher des vulnérabilités à l'intérieur. Alors quand on a du matériel, ça ne suffit pas. Il faut aussi comprendre le fonctionnement du matériel. Et en l'occurrence, mes collègues, je vous montrerai les photos d'après, ont été jusqu'à dessouder le composant et essayer de comprendre le fonctionnement de chacune des pins, sachant que ce n'est pas du tout documenté. Et sur une dernière phase, ils ont été émuler le comportement du composant, du firmware, pour le faiser. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faiser un composant comme ça? Eh bien, quand on envoie une donnée mal formée à un composant matériel, c'est très difficile d'observer son comportement. Est-ce que quand je lui envoie une donnée, il met plus de temps à répondre parce que c'est juste le comportement naturel? Est-ce que quand j'envoie une donnée, j'observe aucune réponse parce que le composant est crashé?
ou est-ce que c'est autre chose? Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'émuler, donc émuler logiciellement le comportement d'un matériel pour pouvoir faiser plus vite et être capable plus naturellement d'observer pourquoi le code fonctionne ou pas. Alors voilà ce qu'ont fait mes collègues. Sur la gauche, vous avez une carte du téléphone Pixel qui a été déposée. La première étape a consisté à dessouder le composant. Donc c'est plus petit que mon ongle ici. Et sur l'image du milieu, vous avez le composant dessoudé avec ses différentes pins. L'étape d'après, c'est de savoir à quoi correspondent ces différentes pins. Est-ce que c'est une alimentation? Est-ce que c'est une masse? Est-ce que c'est un bus série, un UART, un bus SPI, etc. Et mon collègue Philippe, il a des doigts de fée. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a déposé le composant sur cette petite carte et qu'il a soudé des fils un à un afin de pouvoir utiliser le composant différemment. L'étape d'après, c'est de remettre le composant en place. Alors, il a repris la carte sur la gauche et il a remis des fils, un à un. Et l'image que vous voyez au milieu, c'est ni plus ni moins qu'un téléphone fonctionnel. Alors, il a l'air bizarre. Et bien sûr, on ne peut pas le prendre comme ça et téléphoner, hein, mais ce téléphone est fonctionnel. On est capable de faire tourner Android dessus, on est capable de lui passer des commandes, on est capable de chiffrer et déchiffrer des choses avec ce Titan M. Et bien que ce soit surprenant, ce montage-là nous permet plusieurs choses. Donc, continuer à utiliser le téléphone et aussi, sur l'image de droite, interagir avec ce Titan M avec une carte électronique. Là, c'est une carte Raspberry Pi qui permet de piloter directement le composant. Donc, éventuellement, lui envoyer des commandes mal formées et voir comment on peut exécuter du code à l'intérieur. Et sur ce dernier slide, qu'est-ce qu'on a? À gauche, vous avez une application qui a été développée par Quarks Lab, donc ça serait vraiment une application malveillante, et qui est juste là pour chiffrer et déchiffrer des données. En haut à droite, on a l'attaque. Alors c'est pas du tout impressionnant, hein, malheureusement, ça ne fait pas du tout honneur aux dizaines d'heures de travail de mes collègues. Et cette commande, vous la lancez et immédiatement, vous récupérez une clé, et c'est la clé de déchiffrement. Cette clé de déchiffrement, on va l'utiliser en bas, à droite, pour retomber sur l'entrée que j'ai entourée en rouge, qui est méga secret, qui est aussi la donnée qu'on avait chiffrée ici. Donc, bien que ce ne soit pas très visuel et très impressionnant, qu'est-ce qu'on a ici? Une application qui va chiffrer une donnée avec une clé qui est dans un composant sécurisé, une attaque en haut à droite qui va faire sortir cette clé, et ensuite un attaquant qui est capable de déchiffrer le secret. Donc c'est bien évidemment pas du tout ce comportement-là qu'on veut pour un Secure Element, et ce qui nous a valu une CVE cette année, donc une vulnérabilité qui a été rapportée à Google et corrigée. Donc si vous avez des téléphones Pixel, cette vulnérabilité n'est plus présente dans vos téléphones. Et voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, on m'a dit qu'il y avait un micro là, et je pourrais l'entendre dans ces enceintes, donc n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez passer nous voir. On a un stand, c'est le stand 809, et donc on sera très heureux de vous accueillir, de répondre à vos questions. Merci.